Et si l'Afrique était encore enchaînée, pillée et étouffée dans un silence assourdissant? À minuit, le Burkina Faso a été frappé par une attaque financière brutale, orchestrée pour écraser une nation entière contre toute attente. Le président Ibrahim Traoré s'est dressé pour défier les puissances qui menacent l'existence même de l'Afrique. Voici l'histoire vraie et explosive d'un homme luttant pour briser les chaînes invisibles et rendre à son peuple sa dignité volée. Minuit sonna brutalement à Ouagadougou. En un instant, toute la capitale fut plongée dans une obscurité presque surnaturelle. Les lumières des rues s'éteignaient par vagues successives, laissant place à un silence inquiétant. Quelques secondes plus tard, des murmures anxieux s'élevèrent, transformés rapidement en cris paniqués, devant chaque distributeur automatique. La même scène se répétait, des dizaines de citoyens, sidérés, frappaient nerveusement sur les écrans qui affichaient en boucle « Transaction impossible, contactez votre banque ». Les téléphones portables vibraient frénétiquement, chacun cherchant à comprendre ce chaos soudain. Personne n'avait vu venir ce piège invisible, froid et impitoyable, dans son bureau, au cœur du palais présidentiel. Ibrahim Traoré contemplait silencieusement les rues désormais plongées dans le chaos. Son visage sombre et tendu reflétait la gravité du moment. Sur son bureau, un document officiel aux couleurs françaises et estampillé, confidentiel, confirmait ses pires craintes. Suspension immédiate des transferts financiers vers le Burkina Faso, ordre conjoint du FMI et du ministère français des Finances. Une colère froide envahit Ibrahim. Ce scénario, il l'avait redouté 1000 fois sans vraiment y croire. Maintenant, c'était une réalité brutale. Son pays était pris au piège d'une guerre invisible menée par la finance coloniale. À quelques kilomètres de là, cachée dans une chambre d'hôtel du centre-ville, la journaliste franco-africaine Hélène Roche relisait frénétiquement l'email crypté reçu quelques instants plus tôt. Elle ne pouvait contenir ses tremblements face à la brutalité des mots qu'elle découvrait. Ceci est un avertissement. La déstabilisation financière durera jusqu'à la chute du gouvernement Traoré. Hélène comprit aussitôt la gravité de cette guerre silencieuse. Son devoir était clair, elle devait révéler ce scandale, exposer ces mécanismes vicieux qui continuèrent d'étrangler l'Afrique sous couvert d'aide internationale. Sa main saisit nerveusement son téléphone. Décidé à tout risquer pour alerter le monde, au palais, Ibrahim avait convoqué une réunion d'urgence dans le salon présidentiel. Ses ministres le regardaient avec appréhension. Tous comprenaient parfaitement l'ampleur de l'enjeu. Le pays risquait la faillite en seulement quelques jours. Pourtant, dans ce chaos ambiant, Ibrahim rayonnait d'une détermination inflexible, d'une voix calme mais glaciale. Il annonça sa décision dès l'aube. Le Burkina Faso rejetterait officiellement la tutelle économique de la France en abandonnant le franc CFA. Un nouveau système monétaire indépendant, garanti par les réserves nationales d'or, serait mis en place. La nationalisation immédiate des mines d'or détenues par les intérêts étrangers marquerait le premier acte fort de cette révolution silencieuse mais implacable. La salle resta silencieuse, mais chacun pouvait sentir l'onde de choc de cette décision historique. Personne n'avait jamais osé franchir cette ligne auparavant. Ibrahim venait de défier ouvertement tout un système conçu pour maintenir son pays à genoux. Alors que la réunion prenait fin, Ibrahim resta seul dans son bureau obscur. Son regard fixait intensément la ville plongée dans les ténèbres. Il savait qu'il venait d'engager son pays dans une bataille cruciale pour sa survie et sa dignité. Dehors, les cris d'angoisse du peuple résonnaient encore dans l'obscurité. Mais au fond de lui, Ibrahim entendait une autre voix, celle d'un Burkina Faso qui refusait désormais de courber l'échine devant l'humiliation coloniale. Il inspira profondément, conscient que cette nuit n'était pas une simple crise, mais le début d'une véritable libération. Demain, la vérité éclaterait au grand jour, et pour la première fois depuis longtemps, son peuple reprendrait en main le destin que l'histoire lui avait trop longtemps refusé. À l'aube, alors que Ouagadougou sortait péniblement de la nuit la plus longue de son histoire, les écrans des télévisions nationales s'allumèrent brusquement. Ibrahim Traoré apparut devant la nation. Le regard déterminé, sa voix, calme mais chargée d'une émotion contenue, résonna avec force. À partir d'aujourd'hui, le Burkina Faso refuse le chantage économique. Notre pays abandonne définitivement le franc CFA. Ce vestige colonial qui maintient nos peuples dans la pauvreté et l'humiliation, désormais. Nous lançons notre propre monnaie, le Vang Burkina, une monnaie libre, indépendante, entièrement garantie par l'or burkinabé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Partout dans les rues, le peuple accueillit la déclaration du président avec incrédulité puis enthousiasme. Les visages anxieux de la veille s'illuminaient maintenant d'espoir. Immédiatement après ce discours historique, Ibrahim fit publier un décret sans précédent. Toutes les mines d'or détenues par des sociétés étrangères étaient nationalisées avec effet immédiat.
à Kaya, à Essakan, à Houndé. Les drapeaux étrangers furent remplacés par les couleurs nationales du Burkina Faso sous l'acclamation de la foule. En coulisses, Ibrahim savait parfaitement que cette décision audacieuse avait déclenché une véritable tempête diplomatique. À Paris, Bruxelles et Washington. La nouvelle suscita colère et stupéfaction. Mais Ibrahim avait déjà anticipé la réaction des grandes puissances occidentales. Pour lui, le combat pour la dignité nationale méritait tous les risques. Rapidement, un réseau technique fut déployé par des ingénieurs burkinabés, aidés secrètement par des spécialistes venus d'Inde et de Russie, afin de garantir la sécurité absolue d'une application de paiement révolutionnaire associée au Vang Burkina. En moins de 24 heures, des milliers de citoyens s'étaient déjà inscrits sur cette nouvelle plateforme numérique. Le peuple était prêt à relever le défi de l'indépendance économique. De son côté, la journaliste Hélène Roche, consciente du tournant historique qui s'opérait, diffusa mondialement ses révélations sur l'origine secrète de la crise financière, exposant le rôle trouble du FMI et des autorités françaises menant cette attaque économique délibérée contre le Burkina Faso. Ces articles, diffusés sur Internet, provoquèrent une onde de choc international. Les réseaux sociaux s'enflammèrent sous les hashtags « John libérer l'Afrique »,« John Vang Burkina ». Les premiers résultats furent immédiats. Plusieurs pays voisins, tels que le Mali, le Niger et le Sénégal, exprimèrent leur soutien discret. Voyant dans l'initiative d'Ibrahim un exemple à suivre, une onde silencieuse mais puissante traversait l'Afrique de l'Ouest. Le rêve longtemps oublié de Thomas Sankara revenait à la vie. Cependant, Ibrahim savait que la lutte était loin d'être gagnée. Des rapports confidentiels lui parvenaient déjà, signalant des mouvements suspects aux frontières et des tentatives d'infiltration au sein même du gouvernement. Mais désormais, rien ne pouvait arrêter sa marche vers la liberté économique. Le soir tombait de nouveau sur Ouagadougou. Ibrahim contemplait la ville qui vibrait désormais au rythme d'une énergie nouvelle, imprégnée d'un courage et d'une fierté retrouvée. Cette journée historique venait de marquer profondément l'esprit de son peuple. Pour Ibrahim, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Désormais, sa seule certitude était celle-ci. Le Burkina Faso venait définitivement de choisir son destin. Quelques jours après la mise en place triomphale du Vang Burkina, la tension montait encore d'un cran à Ouagadougou. Ibrahim Traoré savait que sa révolution monétaire ne survivrait pas longtemps sans alliés puissants, dans l'ombre. Une guerre silencieuse s'était engagée entre le Burkina Faso et les grandes puissances occidentales, décidées à étouffer dans l'œuf cette rébellion financière. Dans la discrétion absolue d'un appartement sécurisé du quartier de Zogona, Ibrahim accueillit une délégation secrète venue de l'étranger. Parmi eux se trouvait Amadou Sow, ancien officier supérieur burkinabé, exilé en Libye depuis 10 ans après avoir dénoncé la corruption au sein du gouvernement précédent. Amadou était revenu au pays clandestinement avec un dossier brûlant, contenant des preuves explosives sur la complicité de puissants réseaux financiers européens dans le pillage systématique de l'or africain. Sans détour, Amadou exposa à Ibrahim comment ses intérêts étrangers siphonnaient chaque année des milliards de dollars, maintenant volontairement l'Afrique dans la pauvreté. Ibrahim comprit immédiatement la portée immense de ces révélations. Dans les jours qui suivirent, grâce à l'aide discrète d'Amadou, Ibrahim organisa une série de rencontres clandestines à l'étranger, à Lomé, au Togo, dans un hôtel modeste en périphérie de la ville. Ibrahim retrouva secrètement les représentants des puissances émergentes, venus de Russie, d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud. La réunion fut brève mais intense. Autour d'une simple table, Ibrahim exposa clairement la menace qui pesait sur son pays et sur toute l'Afrique. Les puissances occidentales avaient de jurer la destruction économique du Burkina Faso pour décourager toute tentative similaire ailleurs. Mais Ibrahim était ferme seul. Il échouerait, ensemble. Ils pourraient bâtir un front économique indépendant, capable de résister aux pressions extérieures. En coulisses, les accords se signèrent rapidement. La Russie fournirait discrètement un appui technique pour renforcer la sécurité numérique du Vang Burkina. L'Inde s'engageait à former une équipe d'experts locaux aux nouvelles technologies blockchain. Le Brésil offrirait une voie commerciale alternative pour les exportations agricoles, tandis que l'Afrique du Sud promettait un soutien diplomatique discret à l'ONU et dans les médias internationaux. À la fin de cette réunion décisive, Ibrahim ressentit pour la première fois qu'il n'était plus seul face à cette guerre invisible. Mais il savait aussi qu'il venait de franchir une ligne rouge qui rendrait furieuses les puissances occidentales. Son audace serait sans doute sanctionnée durement. Pendant ce temps, à Paris, la journaliste Hélène Roche publiait des preuves accablantes, détaillant précisément les pressions économiques et diplomatiques exercées par la France sur les pays africains refusant de se soumettre à ses intérêts. Le scandale faisait la une des médias internationaux.
attirant enfin l'attention sur les véritables enjeux économiques cachés derrière l'aide humanitaire ou les prêts du FMI. En Afrique de l'Ouest, la nouvelle des alliances secrètes du Burkina Faso se répandit discrètement. Inspirant d'autres nations, des mouvements populaires spontanés apparaissaient au Mali, au Niger et même en Côte d'Ivoire, réclamant la fin de la dépendance financière coloniale, de retour à Ouagadougou. Ibrahim comprit que la bataille ne faisait que commencer, mais il sentait désormais une détermination collective, plus forte que jamais. Son pays venait de trouver des alliés inattendus et puissants, déterminés à soutenir cette lutte contre l'injustice financière mondiale, le soir, alors que la ville retrouvait lentement un calme fragile. Ibrahim, seul face à lui-même, regarda longuement les rues animées par un sentiment nouveau, l'espoir. Il savait qu'il jouait sa vie, mais aussi celle de tout un continent. Pourtant, pour la première fois, il ne ressentait ni peur ni doute, car désormais, dans cette guerre silencieuse, il n'était plus seul. 2 semaines après la formation des alliances secrètes, Ibrahim Traoré comprit que l'adversaire n'avait pas tardé à riposter. Alors que le Burkina Faso commençait à retrouver sa stabilité financière grâce au Bank Burkina. Une attaque sans précédent frappa brutalement le pays. Au petit matin, l'application numérique nationale permettant d'utiliser le Bank Burkina fut subitement paralysée. En quelques minutes seulement, des millions d'utilisateurs furent privés d'accès à leurs économies. La panique s'empara aussitôt des rues d'Ouagadougou. À nouveau, les files d'attente interminables s'accumulaient devant les banques. Mais cette fois, Ibrahim savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple panne technique, c'était une déclaration de guerre numérique dans son bureau, entouré par ses équipes techniques. Ibrahim observait impuissant l'attaque massive venue de serveurs situés à l'étranger. Les preuves étaient accablantes, cette cyberattaque sophistiquée venait de pays occidentaux. Ibrahim serra les poings, la guerre invisible venait de devenir très concrète. À Paris, Hélène Roche reçut à nouveau une fuite confidentielle alarmante. Elle découvrit l'existence d'une opération secrète, nommée Nightfall, visant explicitement à saboter le système monétaire indépendant du Burkina Faso pour provoquer la chute du gouvernement d'Ibrahim. Hélène diffusa immédiatement ces révélations explosives sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation mondiale, mais pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim faisait face à une menace encore plus dangereuse, une tentative d'assassinat. Tard dans la nuit, alors qu'il rentrait discrètement à la résidence présidentielle, une explosion contrôlée détruisit entièrement son véhicule de sécurité. Ibrahim ne dut sa vie qu'à un hasard miraculeux retardé quelques secondes par un appel urgent. Il se trouvait encore à l'intérieur du bâtiment présidentiel au moment de l'attentat. Rapidement, l'enquête révéla un traître infiltré au plus haut niveau de la sécurité présidentielle, le colonel Sorika Boré. Homme de confiance depuis le début de la crise, venait d'être identifié comme l'auteur principal du complot, formé en France, recruté secrètement par des réseaux extérieurs. Kaboré était chargé d'éliminer Ibrahim pour rétablir l'ordre colonial. Ce coup porté en plein cœur du pouvoir provoqua un séisme politique au Burkina Faso. Ibrahim Traoré réalisa alors l'étendue réelle de la menace. Ce combat pour la liberté économique impliquait désormais sa survie personnelle. Mais malgré la peur, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Dans les rues d'Ouagadougou, le peuple, informé par les révélations de Hélène, commença à manifester spontanément son soutien au président. Les attaques répétées des puissances occidentales n'avaient pas brisé leur volonté. Bien au contraire, elles l'avaient renforcée. Ibrahim, face à cette mobilisation populaire sans précédent, prit une décision radicale dans une allocution télévisée. Il annonça au monde entier la preuve irréfutable de l'implication directe de gouvernements étrangers dans les attaques subies par le Burkina Faso, sans citer de nom, mais d'un ton implacable. Il déclara froidement « Le Burkina Faso ne cédera ni au terrorisme financier, ni aux assassins de l'ombre ». Son discours, diffusé massivement à l'international, déclencha une vague de soutien mondial, mais aussi une colère incontrôlée des puissances mises en cause. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Ibrahim Traoré comprit clairement qu'il avait franchi le point de non-retour. Désormais, il ne se battait plus seulement pour son pays, mais pour l'avenir d'un continent tout entier. La guerre économique venait d'atteindre un niveau critique, mais Ibrahim ne craignait plus rien. Il était prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Après l'attentat manqué, Ibrahim Traoré ne perdit pas une minute, sachant que le temps jouait contre lui. Il décida de porter un coup décisif aux puissances qui cherchaient à détruire son projet de libération économique, dans la plus grande discrétion. Ibrahim réunit ses conseillers fidèles ainsi qu'Amadou Sow, désormais devenu son plus proche allié. Devant eux, il dévoila son plan audacieux, révélait publiquement les preuves irréfutables accumulées par Amadou sur les pratiques coloniales économiques secrètes menées par la France, le FMI et certaines multinationales. Quelques heures plus tard,
Un événement sans précédent se produisit à Ouagadougou, devant une foule immense rassemblée sur la place de la Nation et sous le regard stupéfait des journalistes internationaux. Ibrahim projeta sur un écran géant des extraits de documents et de mails secrets interceptés. Les révélations étaient explosives, elles dévoilaient explicitement comment des hauts fonctionnaires européens et américains planifiaient depuis longtemps la déstabilisation économique du Burkina Faso, ainsi que leur intention de maintenir toute l'Afrique sous une dépendance financière permanente. L'impact fut immédiat et mondial, les réseaux sociaux explosèrent. Le scandale se répandit à une vitesse vertigineuse, déclenchant une indignation massive dans le monde entier, particulièrement auprès des communautés africaines et de la diaspora. Le hashtag Aya Africa Owns Gold devint rapidement viral, symbole d'une résistance continentale face à l'oppression économique. En quelques jours, l'onde de choc gagna les autres pays africains, le Mali, le Niger, le Sénégal et plusieurs autres nations d'Afrique de l'Ouest déclarèrent publiquement leur soutien au Burkina Faso, annonçant à leur tour l'abandon immédiat du franc CFA pour lancer leur propre monnaie garantie par leurs ressources naturelles. La révolution initiée par Ibrahim se transformait désormais en un mouvement continental sans précédent, à Paris, Bruxelles et Washington. La panique s'empara des cercles dirigeants, pris au piège par leurs propres manœuvres secrètes révélées au grand jour. Ils perdaient progressivement le contrôle du récit médiatique. Sous la pression populaire internationale, les premières fissures apparurent dans leur coalition. Certains gouvernements européens, gênés par ces révélations, commencèrent discrètement à prendre leur distance. Dans ce contexte favorable mais extrêmement fragile, Ibrahim Traoré reçut une nouvelle inattendue. Une délégation spéciale venue de plusieurs pays africains arriva secrètement à Ouagadougou. Ses représentants proposèrent la création immédiate d'une nouvelle union monétaire africaine indépendante du contrôle occidental, basée entièrement sur les réserves d'or du continent. En coulisses, les négociations furent rapides et efficaces. En seulement quelques jours, l'accord fut conclu. Une annonce officielle fut faite à l'international. 30 pays africains adhéraient officiellement à cette nouvelle alliance économique, le Burkina Faso, grâce à l'audace et à la détermination d'Ibrahim, devenait le cœur battant d'une nouvelle Afrique financièrement libre. Ce renversement spectaculaire provoqua un véritable séisme géopolitique. Les médias internationaux évoquèrent désormais le miracle économique africain initié par Ibrahim Traoré, faisant écho à l'héritage révolutionnaire de Thomas Sankara. Le soir même, seul dans son bureau, Ibrahim contempla la capitale illuminée par les célébrations populaires. Il savait que rien n'était définitivement gagné, mais il avait remporté une bataille décisive. Pour la première fois depuis le début de cette crise, il ressentit une profonde paix intérieure. Son combat pour la dignité, la liberté économique et la souveraineté africaine étaient devenus réalité. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré comprit qu'il avait marqué l'histoire d'une empreinte indélébile, réveillant tout un continent à sa propre force. 3 ans après cette révolution financière historique, Ouagadougou était devenue une capitale transformée. Les rues, autrefois marquées par la pauvreté et l'incertitude, vibrèrent désormais au rythme d'une prospérité nouvelle. Le Vang Burkina s'était imposé durablement dans toute l'Afrique de l'Ouest, stimulant le commerce, stabilisant les économies nationales et réduisant considérablement l'inflation. Ibrahim Traoré, désormais surnommé par son peuple le Sankara des temps modernes, observait ces changements avec une satisfaction discrète. Mais il savait mieux que quiconque que cette victoire économique n'était qu'une étape dans la lutte permanente pour l'indépendance totale du continent. Entre-temps, l'onde de choc initiée par Ibrahim avait gagné tout le continent africain. Une trentaine de pays utilisèrent désormais leur propre monnaie indépendante, toute garantie par les ressources naturelles locales. Grâce aux bénéfices réalisés par la nationalisation des mines d'or, des écoles et des hôpitaux avaient été construits dans les régions les plus reculées, rendant l'éducation et les soins de santé accessibles à tous. Le rêve longtemps étouffé de Thomas Sankara était devenu une réalité tangible. En parallèle, la journaliste Hélène Roche avait publié un livre intitulé « L'or et la liberté », détaillant avec précision comment Ibrahim avait courageusement affronté les puissances occidentales pour libérer son pays. L'ouvrage devint rapidement un best-seller international, inspirant des millions de jeunes Africains à travers le monde à revendiquer leur propre destin économique et politique. Pourtant, au sommet de sa popularité et malgré une pression intense de ses partisans pour briguer un nouveau mandat présidentiel, Ibrahim prit une décision surprenante. Il annonça publiquement qu'il ne se représenterait pas. Convaincu que la liberté véritable d'un pays ne devait jamais dépendre d'un seul homme, il souhaitait laisser place à une nouvelle génération de leaders formés à l'école de l'indépendance et du courage. Son discours d'adieu, retransmis mondialement, toucha profondément les cœurs.
Ma mission n'était pas de rester au pouvoir éternellement, mais d'ouvrir la voie pour que chacun de nous puisse marcher librement et dignement. Aujourd'hui, cette voie existe, protégez-la, défendez-la. L'impact fut immense, partout en Afrique, des voix s'élevaient désormais pour demander des réformes similaires, inspirées directement par l'héritage d'Ibrahim. De Dakar à Kinshasa, du Caire à Johannesburg, la jeunesse africaine exigeait désormais une souveraineté économique réelle et durable. Le jour de son départ officiel du pouvoir, des centaines de milliers de citoyens se massèrent dans les rues de Ouagadougou pour exprimer leur reconnaissance envers cet homme qui avait osé défier les puissances dominantes pour leur redonner la dignité. Depuis son balcon, Ibrahim regardait cette foule immense avec émotion, conscient que son véritable héritage était là, dans ce peuple réveillé, debout et libre. Il comprenait désormais pleinement ce que Sankara avait toujours voulu dire: une révolution véritable ne se mesure pas uniquement à ce qu'elle construit, mais surtout à ce qu'elle transmet aux générations futures. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, Ibrahim se retira discrètement, laissant derrière lui une capitale vibrante d'espoir. Ce soir-là, une chose était certaine dans l'esprit de tous: Ibrahim Traoré n'avait pas seulement changé l'histoire du Burkina Faso, il venait de réveiller définitivement tout un continent à la possibilité concrète d'écrire sa propre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.